L'endroit était frappé d'un vide absolu. Pas une âme qui vive, pas le moindre souffle, pas même une fourmi pour animer la pierre. À perte de vue, les rues s'étiraient dans un mutisme de fin du monde, déserté par l'humanité. C'est au-delà de ce néant urbain, au cœur d'une forêt de Californie, que notre histoire commence. C'est ici que s'était retiré un homme. Un homme nommé William. Biologiste de profession, William avait volontairement choisi de fuir le tumulte de la civilisation. Il s'était isolé au plus profond de cette nature sauvage, loin du bruit des hommes, pour se consacrer exclusivement à ses recherches scientifiques. Il y vécut longtemps, seul avec ses éprouvettes et ses pensées. Mais un jour, alors qu'il sortait de son abri pour achever un travail de routine, le destin bascula. De nulle part, un serpent surgit et le mordit violemment à la main. Submergé par la terreur et une panique inclinable, William laissa échapper son téléphone portable. Dans sa chute, l'appareil glissa au fond d'un creux rocheux, hors d'atteinte. William se retrouvait pris au piège. Le venin coulait déjà dans ses veines. Refusant de s'avouer vaincu, il prit un couteau et, dans un geste de pure survie, se taillada la main pour tenter d'en extraire le poison. Mais l'effort fut trop grand. Lorsqu'il parvint à traîner son corps jusqu'à sa tente, il voulut saisir une bouteille d'eau, mais ses forces le lâchèrent. Il s'évanouit et s'effondra lourdement sur le sol. Pendant de longs jours, William resta inconscient, sombrant dans un délire permanent, en proie à de violentes hallucinations. Allongé sur la terre, prisonnier de son propre corps, il traversa une agonie immobile. Il n'avait plus la force de se lever, ni même de prononcer une seule parole. Une nuit, le silence de la forêt fut brisé par le vrombissement lourd de plusieurs hélicoptères. Des projecteurs balayèrent la canopée. Des équipes de secours descendirent en rappel et commencèrent à ratisser méthodiquement la zone. Depuis sa tente, William sentit la présence de quelqu'un à l'intérieur de son campement. Il comprit immédiatement qu'une catastrophe majeure, une urgence d'une ampleur sans précédent, venait de se produire à l'extérieur, justifiant le déploiement d'une telle armada. Mais sa voix resta bloquée dans sa gorge. Incapable de crier, incapable de faire le moindre mouvement, il ne put signaler sa présence. Les secours finirent par quitter les lieux, abandonnant le campement à l'obscurité. Plusieurs jours passèrent encore. Lentement, les dernières toxines finirent par se dissiper. Le venin quitta enfin son organisme. William ouvrit les yeux, se sentant nettement mieux, l'esprit clair, mais son cœur restait lourd d'inquiétude. Craignant des complications médicales ultérieures ou des séquelles, il rassembla ses affaires en toute hâte, quitta sa tente, nettoya sa voiture et prit immédiatement la route en direction de l'hôpital de la ville la plus proche. L'arrivée en ville fut un choc d'une violence inouïe. Ce qui s'offrit à ses yeux le glaça d'horreur. Autour de lui, le silence était le même que dans la forêt. Aucune âme qui vive. Les avenues, d'ordinaire si bruyantes et encombrées, étaient totalement vides. Au milieu de la chaussée gisaient des cadavres en décomposition. En jetant un regard à l'intérieur des véhicules immobilisés, il découvrit des corps sans vie, figés derrière leur volant. William sentit la raison lui échapper. Soudain, au milieu de la route, ses phares éclairèrent un panneau officiel. Les inscriptions laissées par les autorités étaient claires. Le gouvernement américain avait bouclé la région et déclaré une mise en quarantaine stricte et absolue. Une épidémie d'une dangerosité mortelle s'était propagée à une vitesse fulgurante à travers le monde entier. Face à ces lignes, la terrible vérité s'imposa à lui. Ce virus invisible était le bourreau de tous ces gens. Sa première pensée fut pour les siens. Terrifié à l'idée qu'il soit arrivé malheur à ses proches, il remonta en voiture et prit la fuite à toute allure. Tout en pilotant à travers ce cimetière de béton, une question l'obsédait. Comment avait-il pu survivre? Lorsqu'il pila devant la maison de ses parents et se rua à l'intérieur, ses pires craintes se confirmèrent. Dans le silence de la demeure, il découvrit leur corps sans vie. Ils étaient décédés depuis plusieurs jours déjà. Le choc fut immense. Mais après un long moment de larmes et de détresse, le biologiste puisa au plus profond de lui-même pour accepter cette insoutenable réalité. Il sortit dans le jardin, creusa une tombe digne pour eux et leur adressa un ultime adieu. William décida de s'installer dans la maison familiale pendant quelques jours, le temps de retrouver ses esprits et de faire le point sur sa situation. Mais le constat fut rapide. Après avoir arpenté les environs, il dut se rendre à l'évidence qu'il était le dernier et unique habitant de sa ville. Pourtant, au fond de lui, une lueur refusait de s'éteindre. Il gardait l'intime certitude que d'autres personnes, quelque part, avaient dû survivre à ce cataclysme. Refusant de mourir de solitude, il chargea sa voiture de nourriture, d'eau et de toutes les provisions nécessaires, et mit le cap sur Las Vegas, espérant que la grande métropole du divertissement aurait mieux résisté. La route vers l'espoir fut semée d'embûches. En arrivant aux abords de Las Vegas, William découvrit que le pont principal menant à la ville était totalement obstrué par des centaines de véhicules encastrés les uns dans les autres. C'était un axe majeur, le chemin le plus court et le plus rapide. Fou de rage et frustré par cet obstacle, il fut contraint de faire un immense détour par une route alternative, beaucoup plus longue et sinueuse. Après plusieurs heures d'un voyage éprouvant, les contours de Las Vegas se dessinèrent enfin. Cette cité, autrefois caractérisée par son développement outrancier, sa population massive et son effervescence permanente, n'était plus qu'une coquille vide. Tout comme sa ville natale, Vegas était un désert de néons éteints. Pas une âme qui vive. William erra des heures durant dans les rues désertes, poussa les portes des centres commerciaux abandonnés, traversa des restaurants déserts. Rien. Pas le moindre être humain. Épuisé par ses quêtes infructueuses, il décida de se réfugier dans l'un des hôtels les plus prestigieux de la bande. Après une douche nécessaire pour laver la poussière du désert et relâcher la pression,
Il descendit dans le cabaret et le club privé de l'établissement. Derrière le bar, des bouteilles de vin d'une valeur inestimable s'alignaient sur les étagères, des crus qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir s'offrir dans son ancienne vie. C'est à ce moment précis que le destin frappa de nouveau. Deux silhouettes émergèrent de l'ombre et s'avancèrent vers lui. Un homme nommé Milton et une femme nommée Anne. En les voyant en vie, William fut transporté par une joie indicible. Il n'était plus seul. Il avait enfin de la compagnie, des semblables avec qui partager cette nouvelle existence. Milton lui expliqua que, comme lui, ils erraient d'hôtel en hôtel depuis plusieurs jours, survivant grâce au stock de la ville. Mais William avait besoin de réponses. Il voulait comprendre l'effondrement du monde. Milton décida alors de lui faire écouter l'enregistrement du tout dernier bulletin d'information diffusé dans le pays. La voix du présentateur y décrivait l'horreur. Une épidémie planétaire foudroyante face à laquelle la communauté scientifique internationale était restée totalement impuissante, malgré des efforts surhumains. Milton poursuivit son récit, la voix brisée. Il expliqua à William que quelques jours seulement après le début de la contagion, le tissu social s'était déchiré. Des guerres civiles d'une sauvagerie inouïe avaient éclaté dans chaque nation. Privés de tout, les hommes s'étaient entredévorés pour un morceau de pain ou une gorgée d'eau, s'entretuant jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Le vide actuel était le résultat de cette folie meurtrière. Il ne restait probablement qu'une poignée de survivants disséminés à la surface du globe. Milton confia à William que depuis le début de la tragédie, il n'avait croisé personne d'autre que lui. En écoutant ces mots, William fut saisi d'une terreur profonde. Anne, en particulier, raconta d'une voix éteinte qu'elle avait vu son mari et son fils mourir en direct sous ses yeux lors d'un appel vidéo au début de la crise. Ce souvenir l'avait détruite de l'intérieur. Elle n'avait plus la force de vivre et n'attendait plus que la mort. William choisit de rester avec eux à l'hôtel pendant quelques jours. Malgré l'accès illimité à la nourriture la plus fine, aux vêtements de luxe et aux suites opulentes, rien ne pouvait combler le vide de leur existence. Sans projet, sans avenir, les journées devaient d'une lourdeur insupportable. À l'image d'un jeune homme qui perdrait toute passion et toute ambition si tout lui tombait dans la main sans effort, il flottait dans un ennui mortel. Un après-midi, alors qu'ils discutaient, Milton se confia à William. Il avait été un homme d'affaires puissant, un bâtisseur d'empire qui s'était usé à la tâche pour ériger son entreprise. Il y avait sacrifié sa vie entière. Aujourd'hui, tout cela ne vaut pas un centime et murmura-t-il. Sa famille avait disparu, ses richesses étaient inutiles. La seule chose qui possédait encore de la valeur à ses yeux était l'arme à feu qu'il gardait en permanence sur lui. Un sésame pour abréger leur souffrance le moment venu. Terrifié par ces paroles funestes et refusant de sombrer dans cette dérive morbide, William quitta la pièce et sortit de l'hôtel pour marcher et respirer l'air frais. Il s'accrochait farouchement à la vie. Mais à peine eut-il franchi les portes du bâtiment que deux détonations retentirent, coup sur coup, brisant le silence de la rue. Milton venait de presser la détente, mettant fin à leur jour. William fit demi-tour et constata l'horreur. Fuyant la détresse de Las Vegas, William écrasa à nouveau l'accélérateur pour s'éloigner le plus rapidement possible de cette ville maudite. C'est sur cette route de l'exil qu'il aperçut une silhouette au milieu du bitume. Un chien errant. Il pila, descendit du véhicule et s'approcha doucement de l'animal. Le courant passa instantanément. Sentant que ce compagnon à quatre pattes ferait du bien à son cœur meurtri et briserait sa solitude, il décida de l'adopter et le baptisa Lucky. Ensemble, ils allaient tourner la page. Leur première étape fut de se rendre dans son ancien bureau scientifique. William y récupéra une sélection d'ouvrages spécialisés sur les techniques de survie en milieu hostile. Puis, le cœur serré mais résolu, il retourna dans sa maison natale. Bien décidé à laisser ses angoisses derrière lui, il réalisa qu'il avait désormais un contrôle total sur son environnement. Les ressources étaient infinies et à sa disposition. La nourriture et l'eau ne manquaient pas. William commença à s'organiser, déversant tout l'amour de son cœur sur son fidèle Lucky, à qui il parlait comme à un être humain. Leur quotidien devint une routine apaisante. Chaque matin, William préparait le petit déjeuner, puis emmenait Lucky pour de longues explorations à travers la région. Pendant une année entière, il vécut ainsi, cherchant inlassablement la moindre trace d'une présence humaine. Sans succès. Jusqu'au jour où, de retour devant sa maison après une longue marche, l'impensable se produisit. Lucky se mit à aboyer vigoureusement, le regard fixé vers le toit. Arme au poing par mesure de sécurité, il s'avança prudemment. C'est alors qu'il aperçut une jeune femme sur le toit. Elle s'appelait Ama. Terrorisée à la vue de cet inconnu, elle braqua immédiatement son arme sur lui. William leva les mains et lui cria qu'il n'était qu'un survivant, tout comme elle, et qu'il ne lui voulait aucun mal. Rassuré par ces paroles, Ama redescendit et lui ouvrit la porte. Ils s'assirent et se mirent à parler pendant des heures, sans s'arrêter, savourant le bonheur indicible d'entendre à nouveau une voix humaine après tant de mois de mutisme. Ama lui confia qu'elle errait depuis la fin de l'épidémie, persuadée elle aussi d'être la dernière représentante de l'espèce humaine. Dans les yeux et les paroles de William, elle comprit qu'il était un homme profondément bon. De son côté, William perçut toute la noblesse d'âme de la jeune femme. Pour rompre définitivement avec la solitude, ils décidèrent d'unir leur destin et de rebâtir une vie à deux. Ama s'installa définitivement chez William. Comme ce dernier avait vécu seul et sans contrainte pendant un an, la maison était dans un désordre sans nom. Ensemble, ils entreprirent un grand nettoyage, réarrangeant et décorant chaque pièce pour repartir sur de nouvelles bases. À proximité immédiate de la maison se trouvait un immense supermarché abandonné, autrefois le plus grand et le plus célèbre de la région. Ce magasin regorgeait de tout ce dont deux êtres humains pouvaient avoir besoin pour toute une existence. Habité par un espoir neuf,
Les jours devinrent doux et harmonieux. Ils instaurèrent une routine rigoureuse. Réveil matinal, exécution des tâches communes, puis moment de détente où ils prenaient le café en lisant des livres. Lorsque les stocks de produits frais s'amenuisaient, ils allaient se servir au supermarché sans crainte du lendemain. Pour chasser définitivement la monotonie, Day développèrent de nouvelles passions, s'initiant à la pêche et à l'agriculture dans leur grand jardin. Au fil des semaines, l'affection grandit et le cœur de William se remplit d'un sentiment qu'il pensait oublier. Ils étaient tombés profondément amoureux l'un de l'autre. Face à l'immensité du monde vide, ils comprirent leurs responsabilités. Pour que l'humanité survive, ils devaient multiplier leur progéniture et repeupler la Terre. C'était le point de départ d'un monde nouveau. Le temps passait, mais le monde extérieur continuait de muter. En l'absence des hommes, la nature avait repris ses droits de façon spectaculaire. Les usines s'étant tues et les centrales électriques s'étant arrêtées, la faune sauvage commença à investir les zones urbaines. Des prédateurs féroces rôdaient désormais au milieu des habitations, représentant un danger constant. Privé de réseau électrique, William fit fonctionner ses compétences de biologiste et d'ingénieur pour concevoir un système de panneaux solaires performants, garantissant l'autonomie énergétique de leur foyer. Grâce à cette ingéniosité, ils purent vivre confortablement pendant plusieurs mois. C'est dans ce contexte qu'Ama annonça sa grossesse. Leur joie était inexprimable. Ama flottait sur un nuage de bonheur à l'idée de donner la vie. William, en revanche, dissimulait une profonde inquiétude derrière son sourire. Le poids des responsabilités familiales l'oppressait. Une question le taraudait jour et nuit. Était-il moralement juste de mettre un enfant au monde dans un univers aussi dévasté et instable? De plus, l'échéance approchant, il réalisa qu'il devrait endosser le rôle de médecin et pratiquer l'accouchement lui-même, sans aucune assistance. Terrifié à l'idée que le travail se passe mal ou qu'Ama soit blessé, il passa ses nuits à la bibliothèque locale, dévorant les traités d'obstétrique pour parer à toute éventualité. Pour sécuriser l'avenir de la cellule familiale, ils stockèrent d'immenses quantités de vivres dans leurs congélateurs alimentés par l'énergie solaire. William aménagea également des enclos dans la propriété pour y élever des poules et du bétail, s'assurant ainsi un approvisionnement régulier en viande, œufs et les frais. Autour d'eux, le paysage était devenu d'une beauté à couper le souffle. L'air était pur, dénué de toute pollution industrielle. Ils menaient une vie idyllique, celle que tout être humain aurait pu appeler de ses vœux. Mais la nature leur rappela cruellement sa supériorité. Quelques jours avant le terme, un fléau inattendu s'abattit sur la maison. Des colonies de fourmis commencèrent à se multiplier à une vitesse prodigieuse autour de la propriété. Le problème devint rapidement hors de contrôle lorsque de véritables essaims d'insectes envahirent les pièces d'habitation, plongeant le couple dans une angoisse extrême. Pour tenter de juguler l'invasion, William rassembla tous les détritus disponibles, les entassa à l'extérieur et y mit le feu, espérant que la fumée ferait fuir les envahisseurs. Ce fut un échec total. Les insectes continuaient de s'infiltrer à l'intérieur. Dans l'urgence, il calfeutra la maison, condamnant la moindre fissure pour protéger sa compagne. Malgré l'enfermement et la tension, Ama resta forte, rassurant William et lui rappelant qu'ensemble, main dans la main, ils surmonteraient toutes les calamités. En observant le comportement des insectes pendant ces quelques jours d'isolement, William nota qu'il n'était actif que durant la journée. En quelques jours, la crise des fourmis fut définitivement matée. Le calme revenu, le jour tant redouté et espéré de l'accouchement arriva enfin. Grâce à la préparation minutieuse de William, tout se déroula à la perfection. Ama donna naissance à une petite fille, un véritable rayon de soleil que le couple accueillit avec une immense fierté. Bien décidé à ne pas s'arrêter là et pensant à l'avenir de sa fille, William pria une décision. Il peignit l'adresse exacte de leur maison en lettres géantes sur les murs et les panneaux d'affichage de toute la ville. Si un autre survivant passait par là, il savait qu'il y trouverait refuge, nourriture et protection. 6 années s'écoulèrent ainsi, transformant profondément leur environnement. La ville était désormais une véritable jungle où la frontière entre le bitume et la forêt avait totalement disparu. Les animaux sauvages et les prédateurs y régnaient en maîtres absolus, chassant à toute heure du jour et de la nuit. Un jour, alors que William circulait en voiture, un animal surgit brusquement devant ses roues. Il pila, descendit pour vérifier l'état de la bête et aperçut une silhouette humaine. Une petite fille, terrifiée, dissimulée derrière un arbre. À sa vue, l'enfant prit la fuite. William courut à sa poursuite, parvint à la rattraper et tenta de la rassurer en lui expliquant qu'il n'était pas un sauvage et qu'il souhaitait simplement l'aider. Il lui proposa de venir vivre avec sa famille, lui décrivant le confort de leur maison, mais l'enfant, en état de choc, continuait de se débattre pour s'échapper. Constatant qu'elle était à bout de force et souffrait de malnutrition, William lui offrit de la nourriture et de quoi se désaltérer. En ressentant la bienveillance du vieil homme, la petite fille se calma enfin et accepta de monter dans le coffre aménagé de son véhicule. Ce retour à la maison mit en lumière l'évolution de la famille. En 6 ans, William et Ama avaient eu 2 autres enfants, une fille aînée nommée Heather et un jeune garçon prénommé Alex. De plus, les inscriptions laissées par William dans la ville avaient porté leurs fruits. 2 autres rescapés, George et Marina, avaient trouvé le domaine et vivaient avec eux depuis 3 ans. La nouvelle petite fille restait cependant mutique et terrorisée, refusant de quitter le véhicule. Pour préserver son équilibre, la communauté décida de ne lui imposer aucune pression et de lui laisser le temps de s'adapter. Elle passa ainsi sa première nuit dans la voiture. Le lendemain matin, Marina s'approcha pour lui apporter son repas. Malgré un premier mouvement de recul de l'enfant qui renversa son assiette, Marina fit preuve d'une immense patience. Elle lui raconta sa propre histoire,
expliquant comment elle et son compagnon avaient erré misérablement dans les rues avant de trouver la sécurité auprès de William et des siens, des gens honnêtes et protecteurs. Marina parvint à la convaincre de prendre une douche pour se détendre. C'est en lavant ses vêtements que Marina découvrit un vieux papier plié dans une poche, un message contenant un dessin enfantin et des lignes écrites par la mère de la petite fille. On y apprenait que l'enfant s'appelait Ivy. La lettre disait « Si quelqu'un retrouve ma fille, prenez soin d'elle, elle a connu le pire ». Le texte révélait une terrible réalité. Au début de l'épidémie, le père d'Ivy s'était montré violent et l'avait gravement maltraitée, créant chez elle un traumatisme psychologique majeur qui expliquait sa terreur viscérale des adultes. Un jour, face à une nouvelle agression, la mère d'Ivy n'avait pu se contrôler et avait tué son mari de ses propres mains, avant d'ordonner à sa fille de fuir loin de la maison pour se cacher. Bouleversée par ce récit, toute la famille fondit en larmes et jura de l'entourer de tout l'amour possible pour guérir ses blessures. Le temps reprit son cours. Quelques temps plus tard, Amma donna naissance à leur troisième enfant, un garçon prénommé Joy. La vie de la communauté était alors synonyme de bonheur, d'élégance et de simplicité. Pour se prémunir des intrusions, ils installèrent un système d'alerte ingénieux composé de cordes et de cloches tout autour du domaine. Un après-midi, les cloches retentirent, signalant l'approche de silhouettes massives. Immédiatement, la procédure de sécurité fut enclenchée. Les enfants furent confinés à l'intérieur tandis que les adultes se postèrent sur le seuil, armés et prêts à faire face. Mais les nouveaux venus n'avaient rien d'hostile. Il s'agissait d'un groupe de 4 survivants en quête d'un abri sûr. Ils expliquèrent calmement avoir vu l'adresse peinte en ville et être venus en paix. Ce groupe était composé de Molly, Jane, Ezra et d'un petit garçon nommé Ref. William les accueillit chaleureusement. Une fois installé, Molly confia son immense soulagement. Cela faisait des années qu'il n'avait pas croisé un être humain en vie, condamné à marcher chaque jour sur de longues distances. Molly déclara qu'à partir de cet instant, il ne formerait plus qu'une seule et unique famille. Les ressources de la propriété étant largement excédentaires, la nourriture ne serait pas un problème. Elle rappela l'essentiel. Puisque l'espèce humaine s'était presque éteinte, ils devaient s'unir pour donner naissance à une nouvelle génération et faire renaître la vie sur Terre. De plus, Molly se révéla être une ancienne médecin brillante, une compétence cruciale pour la communauté. Le lendemain de leur arrivée, William réunit l'ensemble des adultes pour fixer les règles de la communauté. La ville étant devenue une extension de la forêt, il interdit formellement à quiconque de sortir seul pour chercher des fournitures. Les expéditions devaient impérativement se faire à 2 au minimum. Et les membres devaient toujours être lourdement armés pour faire face aux grands fauves qui pullulaient désormais dans la région. Une première grande expédition fut organisée dans le secteur médical de la ville. Le groupe investit un hôpital abandonné. Sous la direction du docteur Molly, ils récupérèrent des caisses de médicaments de première nécessité et du matériel de chirurgie, tandis que les autres remplissaient des sacs de denrées non périssables avant de rentrer au domaine. Pour célébrer le succès de cette mission, la communauté organisa une fête. Jane, qui était une chanteuse reconnue avant le cataclysme, offrit un récital qui réchauffa les cœurs et installa une ambiance de fête. L'amour continuait de fleurir au sein de la communauté. Jane attendait un enfant d'Ezra, tandis que George et Marina, filant le parfait amour, décidèrent eux aussi de fonder une famille. 14 années s'écoulèrent ainsi à un rythme soutenu. La petite communauté de départ s'était transformée en un clan prospère et uni. La plus grande fierté de William, sa fille aînée Heather, fêtait ses 20 ans. Pour l'occasion, tous les membres étaient réunis pour lui offrir une célébration mémorable. Chaque jour, William consacrait plusieurs heures à l'instruction des plus jeunes, leur transmettant l'histoire du monde d'avant, son développement, ses technologies et son organisation sociale. Afin qu'une fois adulte, il possède les connaissances nécessaires pour reconstruire la civilisation. Il leur décrivait avec passion cette terre autrefois peuplée de millions de personnes qui coopéraient de manière ordonnée. Mais le malheur frappa de nouveau sous la forme d'un déluge. Un jour d'orage d'une violence extrême, William constata la disparition de son fidèle chien Lucky. Inquiet, il passa de longues heures à fouiller la maison avant de se précipiter dehors sous une pluie battante. Après de longues recherches angoissées, il découvrit l'animal inanimé au pied d'un arbre. Lucky était mort de vieillesse. Pour William, le coup fut terrible. Ce chien avait été son unique pilier durant ces longs mois de solitude absolue. Sa disparition plongea l'ensemble du clan dans un deuil profond. Des funérailles respectueuses furent organisées, car l'animal était considéré par tous comme le premier membre fondateur de leur grande famille. Quelques jours après le drame, alors que William se recueillait devant la sépulture de son compagnon, un danger imminent surgit. Un tigre sauvage massif chargea la propriété, déterminé à s'infiltrer à l'intérieur de la maison où se trouvaient les enfants. N'écoutant que son courage, William s'interposa entre le fauve et les siens. Le combat fut d'une sauvagerie inouïe. Le tigre, d'une puissance phénoménale, prit rapidement le dessus, lacérant le corps du vieil homme. Alerté par ses cris de détresse, la famille accourut, mais le biologiste gisait déjà dans une mare de sang, dans un état critique. Grâce à l'intervention rapide du docteur Molly et aux équipements médicaux récupérés des années plus tôt, William reçut des soins intensifs et fut miraculeusement arraché à la mort. Au même moment, Amma s'était saisi d'un fusil et avait abattu le prédateur en quelques secondes. William mit de longues semaines à se remettre de ses blessures, développant une vigilance accrue à mesure que les années défilaient. 17 ans s'étaient écoulés depuis l'arrivée du groupe de Molly. Les enfants avaient grandi, devenant des piliers sur lesquels le clan pouvait s'appuyer. Les 2 fils de William, Joe et Alex, étaient désormais des hommes forts, instruits par leur père et passés maîtres dans l'art de la chasse. Heather, quant à elle, était devenue une jeune femme magnifique. Le destin fit qu'elle s'éprit de Ref,
le garçon qui avait accompagné le groupe de Molly. L'ensemble de la communauté, consciente de cette idylle, choisit de respecter leur intimité sans intervenir, désireuse de laisser la nouvelle génération libre de choisir ses partenaires pour assurer l'expansion de la famille. Un matin, Heather et Ref exprimèrent le souhait de partir explorer le monde extérieur, désireux de vivre leur propre aventure et de découvrir de nouveaux territoires. Encouragés par le clan qui voyait le signe de leur maturité et de leur capacité à fonder une nouvelle branche humaine, ils firent leurs adieux, chargés de provisions et d'eau pour un long voyage. C'est après leur départ que survint une crise climatique majeure. L'eau commença à se faire rare dans toute la région. En inspectant les environs pour comprendre l'origine de cette pénurie, les hommes constatèrent l'assèchement complet des rivières et des canaux de la zone. L'absence prolongée de l'activité humaine pendant des décennies avait profondément perturbé l'écosystème terrestre, provoquant des dérèglements climatiques majeurs et une absence totale de précipitations depuis plusieurs saisons. Face à ce désastre imminent, le clan se retrouva plongé dans une grande détresse, ignorant comment s'approvisionner en eau. C'est alors que deux véhicules inconnus s'immobilisèrent devant les barrières du domaine. Fidèle à ses principes de sécurité, William ordonnera à tout le monde de s'armer et de fortifier les accès, redoutant que la rareté de l'eau ne pousse des pillards à contester leur territoire. Le chef du convoi, un homme nommé Charlie, s'avança les mains levées, affirmant être un simple survivant en quête de paix. Il expliqua que son groupe errait de ville en ville depuis des années, mais qu'il se retrouvait aujourd'hui à sec, sans la moindre goutte de carburant pour continuer leur route. Ayant repéré l'adresse peinte en ville, il venait proposer un marché. Le troc était simple. En échange d'une partie des stocks d'essence de la communauté, le groupe de Charlie s'engageait à leur fournir de l'eau en abondance. Devant l'incrédulité de William, Charlie révéla qu'il transportait une imposante foreuse industrielle capable de creuser les sols les plus durs pour installer un puits permanent. L'idée séduisit immédiatement le biologiste. L'essence accumulée au supermarché ne leur servait à rien, tandis que l'eau conditionnait leur survie immédiate. L'accord fut conclu. William invita les nouveaux venus à partager leur repas, l'occasion d'évoquer la dégradation constante du monde extérieur. Dès le lendemain, les opérations de forage débutèrent sous la direction de l'équipe de Charlie. La nappe phréatique étant située à une profondeur importante en raison de la sécheresse, les travaux devaient s'étaler sur plusieurs jours. William proposa tout naturellement à Charlie et ses hommes de loger sur place. Au fil des jours, une complicité apparente s'installa entre les deux chefs de clan, qui partirent ensemble chasser en forêt. Mais le comportement de Charlie commença rapidement à éveiller les soupçons du biologiste, qui décela une part d'ombre chez son invité. Ses doutes se confirmèrent de la pire des manières lorsque, au détour d'une conversation, Charlie se confia avec cynisme, avouant avoir froidement abattu de nombreux survivants par le passé pour s'emparer de leurs vivres. Cette confidence, faite sous le sceau d'une sinistre camaraderie, glaça le sang de William. De retour au domaine le soir même, il réunit discrètement les siens pour les enjoindre à la plus grande vigilance, leur expliquant que cet homme était un assassin sans scrupules dont il fallait se méfier au plus haut point. Ama tenta de tempérer ses craintes, lui conseillant de ne pas surestimer le danger et de les laisser achever le puits. William passa les nuits suivantes aux aguets, surveillant le moindre mouvement de leurs invités. Après 4 jours d'un labeur ininterrompu, la foreuse atteignit enfin la nappe. Une eau pure et abondante jaillit du sol, provoquant des cris de joie parmi les membres de la communauté qui voyaient là la fin de leur calvaire. William signifia immédiatement à Charlie que leur collaboration touchait à sa fin et qu'ils pouvaient charger leur carburant avant de reprendre leur route. Charlie accepta, fixant leur départ au lendemain matin après une ultime soirée de célébration. Malgré l'ambiance festive, William restait sur ses gardes, convaincu qu'un homme de la trempe de Charlie n'abandonnerait pas un tel Éden si facilement. Ses pressentiments se vérifièrent au milieu de la nuit. Alors que le domaine dormait, William, incapable de trouver le sommeil, perçut un bruit suspect en provenance du balcon. En inspectant les lieux, il découvrit Charlie et son lieutenant, Cyrus, postés à l'extérieur, observant les accès comme s'ils s'apprêtaient à sécuriser la zone pour une attaque imminente. Se précipitant à l'intérieur pour donner l'alerte, William tomba sur la jeune Ivy, en larmes et prostrée dans un couloir. La jeune fille lui confia l'horreur. Charlie venait d'abuser d'elle, réveillant ses pires traumatismes d'enfance. Le sang de William ne fit qu'un tour. Submergé par une colère noire, il réveilla l'ensemble des adultes pour leur exposer le crime. Face à la gravité de la situation, certains membres manifestèrent une vive hésitation, rappelant que Charlie et ses hommes étaient lourdement armés et qu'un affrontement risquait de décimer le clan. Mais William resta inflexible. Il jura que si le crime restait impuni, Charlie s'emparerait du domaine et soumettrait leur fille à sa loi. Le sacrifice de vies humaines était devenu une douloureuse nécessité pour garantir la sécurité de la communauté. William élabora un plan d'action immédiat. Conscient que la majorité des hommes du convoi n'étaient que des exécutants soumis par la terreur à l'autorité de Charlie, il comprit qu'il fallait frapper directement à la tête. Le lendemain matin, William s'avança vers Charlie d'un pas tranquille pour ne pas éveiller ses soupçons. Avant que le criminel n'ait le temps de réagir, William l'abattit d'une balle à bout portant. Bien que profondément affecté à l'idée d'avoir pour la première fois de sa vie du sang humain sur les mains, le biologiste savait qu'il avait agi pour préserver l'œuvre de toute une existence, sa famille. Dans la foulée, le clan réunit les hommes de Charlie pour leur annoncer la mort de leur chef et leur expliquer les raisons de cette exécution. William leur offrit une alternative claire. La communauté leur ouvrait ses portes à la seule condition de respecter les règles de vie commune et de participer activement aux travaux de la ferme. Quiconque refuserait ces termes ou ferait preuve de paresse était libre de partir. Soulagés d'être délivrés de la tyrannie de Charlie, les hommes acceptèrent à l'unanimité de s'intégrer à la communauté, saluant la noblesse d'âme de leurs hôtes. Seul Cyrus, le fidèle lieutenant de Charlie, s'interposa,
hurlant à la trahison et jurant d'abattre William pour venger son chef. Mais son assurance s'effondra lorsqu'il constata que l'ensemble de ses anciens camarades se rangeaient du côté de William. L'un des ouvriers prit la parole pour dénoncer les crimes de Charlie, révélant qu'il avait violé toutes les femmes de leur précédent groupe dans l'indifférence complice de Cyrus. Face à ces révélations, William et ses hommes maîtrisèrent Cyrus et le bannirent définitivement du domaine, le chassant vers la forêt. L'homme s'effondra à genoux, implorant le pardon de William et promettant de se soumettre totalement aux règles s'il pouvait rester, terrifié à l'idée de mourir seul dans un monde sauvage. Mais William resta inflexible face à celui qui avait couvert tant d'horreur. Le bannissement fut prononcé. 20 années s'écoulèrent encore après cette nuit de sang. Le monde avait achevé sa mutation, offrant désormais un visage d'une pureté absolue. Les enfants de William étaient devenus des adultes accomplis. Réunis au sein d'un grand atelier, ils s'étaient lancés dans un projet fou. Concevoir et assembler un avion de tourisme fonctionnel afin de relier les communautés lointaines et de ramener la technologie au cœur de leur mode de vie. Le plus jeune fils de William annonça fièrement que la construction touchait à sa fin, n'attendant plus que les derniers réglages de précision. Cet appareil leur permettrait d'acheminer facilement des ressources depuis les régions montagneuses les plus reculées. Mais la tragédie frappa le clan sous une forme invisible. En l'espace de quelques jours, plusieurs membres de la famille présentèrent des symptômes alarmants, les contraignant à s'aliter. Le constat du docteur Molly fut sans appel. Les malades présentaient les signes cliniques exacts du virus qui avait décimé l'humanité 2 décennies plus tôt. Elle expliqua à William que si les premiers survivants avaient développé une immunité naturelle, le virus avait muté dans l'ombre pour revenir sous une forme plus agressive. Elle tenta de se vouloir rassurante, affirmant que la mutation restait traitable et qu'elle s'affairait à synthétiser un sérum. Les membres valides se relayèrent au chevet des malades, mais l'état de Joey, le fils cadet de William, s'aggrava rapidement, plongeant la communauté dans une attente insoutenable. C'est au cœur de ces crises sanitaires que Taser réapparut au domaine, seule. Brisée par le chagrin, en larmes, elle raconta leur terrible voyage. Avec Ref, ils avaient traversé des dizaines de cités en ruine, constatant partout le même silence de mort. Malgré la déception, ils avaient poursuivi leur progression jusqu'à une région montagneuse. C'est là, au sommet d'un col, qu'ils avaient aperçu une silhouette humaine à l'allure sauvage. Ref s'était avancé à sa rencontre, mais l'inconnu, doté d'une agilité animale, s'était glissé dans son dos pour lui porter un couteau sous la gorge. Heather reconnut immédiatement l'agresseur. Il s'agissait de Cyrus, l'homme banni par son père 20 ans plus tôt. Consumé par un désir de vengeance pathologique, Cyrus égorgea Ref sous les yeux de la jeune femme. Il s'apprêtait à lui faire subir le même sort. Mais Taser, entraîné aux techniques de survie, parvint à se libérer et tua le bourreau de ses propres mains. Après avoir enterré son compagnon dans un lieu calme, elle avait entamé son voyage de retour. Sa voiture étant tombée en panne à mi-parcours, elle avait parcouru les derniers kilomètres à pied, marchant des jours et des nuits durant pour retrouver les siens. La perte de Ref fut un traumatisme immense pour la communauté. N'abandonnant pas son poste malgré le deuil, le docteur Molly quitta le domaine pour explorer les laboratoires de la ville à la recherche des derniers composants nécessaires à son vaccin. À la ferme, la situation devint critique. La température corporelle des malades grimpa en flèche, contraignant les proches à les installer dans des bains de glace pour contenir la fièvre. Molly parvint enfin à stabiliser sa formule et traita l'ensemble des malades en un temps record. Mais pour le jeune Joey, le remède arriva trop tard. Le fils de William rendit son dernier soupir au milieu de la nuit. La mort de son fils brisa définitivement les ressorts intérieurs de William. Sombrant dans une dépression profonde, refusant d'accepter la perte de sa chair, il s'isola de longs jours à l'extérieur de la maison, fuyant le regard des siens. La tragédie s'accentua avec le décès consécutif de 3 autres membres du groupe. Face à ce vieil homme brisé, Amma fit preuve d'une force morale exemplaire. Elle s'assit à ses côtés et lui tint ce discours. La mort est une fatalité incontournable, tout comme la naissance. Nous ne pouvons infléchir la volonté divine. Autrefois, nous étions seuls face au néant. Aujourd'hui, nous sommes entourés d'une descendance qui nous aime. C'est pour eux, pour les vivants, que nous devons surmonter notre douleur et bâtir un avenir meilleur. Inspiré par ces paroles, William se rendit au sommet de la plus haute colline surplombant la vallée pour observer le lever du soleil. En contemplant l'immensité du paysage, il mesura le chemin parcouru et comprit une vérité fondamentale. Le monde ancien avait définitivement cessé d'exister et ne reviendrait jamais. La véritable erreur de la communauté avait été de vouloir calquer leurs plans sur une civilisation disparue. Ils devaient désormais calquer leurs esprits sur le rythme de cette nature souveraine. À son retour, il réunit les enfants pour leur transmettre cette ultime leçon. Nous devons cesser de regarder en arrière, leur dit-il. Notre survie dépend de notre capacité à nous adapter à la Terre telle qu'elle est aujourd'hui. Les jours suivants furent consacrés à la réparation de la station de radio du domaine, rétablissant les communications avec le monde extérieur. À mesure que le clan s'agrandissait, la vie reprit ses droits. Ils instaurèrent des jeux, des compétitions sportives et des sorties régulières pour préserver la santé mentale de la communauté. Étape par étape, ils investirent les villes fantômes environnantes pour les nettoyer et les sécuriser, transmettant aux nouvelles générations l'histoire de cette humanité qui, depuis l'âge de pierre, s'était toujours unie pour transformer la planète. 50 années passèrent sur cette terre régénérée. Le cycle de la vie avait accompli son œuvre. William était désormais un vieillard courbé par les ans, ses cheveux blancs témoignant des décennies de lutte et de sacrifice. Marchant d'un pas lent le long de l'artère principale de ce grand domaine devenu une véritable cité, il tenait fermement la main de son petit-fils. William s'arrêta, posa son regard fatigué mais empreint d'une immense fierté sur l'enfant, et lui murmura ces mots. « Regarde autour de toi. Ce monde nouveau, ces familles qui peuplent aujourd'hui cette terre,
Tous sont issus de notre sang et de notre histoire. J'ai porté la responsabilité de préserver notre espèce tout au long de ma vie. Mais aujourd'hui, mon voyage touche à sa fin. C'est à toi qu'il revient de reprendre le flambeau, de guider les générations futures et de continuer à peupler notre monde. C'est sur ces lignes de transmission et d'espoir que s'achèvent les frontières de notre récit. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.